Éric Zemmour a ainsi suscité un immense espoir. Plus de 113 000 adhérents en France, plus de 1300 adhérents dans les PO ont répondu à son appel en 3 mois seulement. Pour dire avec lui, non, la France n'a pas dit son dernier mot. Non, la France peut survivre. Oui, la France va survivre. Comme Éric l'a dit dans son serment de Villepinte, il a besoin de nous, il a besoin de vous, nous avons besoin de vous. C'est en l'aidant à entretenir ce feu sacré, cette foi en notre France plus que millénaire, que ce projet magnifique, reconstruire la France plutôt que de la déconstruire, pourra se réaliser. Et nous avons plus que quelques semaines pour cela, jusqu'au 10 avril. Pour participer à cette mission enthousiasmante, mais ô combien difficile, nous avons la chance dans les PO d'avoir pu constituer un bureau exceptionnel, par sa diversité, par ses qualités intrinsèques et complémentaires, avec un petit bonus qui devrait plaire à Madame Schiappa. Nous avons presque la parité. Mais au-delà de ce petit clin d'œil, notons que c'est un souffle nouveau qui anime bon nombre d'entre nous. 6 personnes sur 9 de cette équipe n'avaient jamais milité pour quelque parti que ce soit. En dehors de Liliane, Annick et moi, que je vais vous présenter, nous étions tous des débutants. Des débutants, mais pas des amateurs. Charlie, qui s'exprimera après moi sur la question des parrainages, est le coordinateur adjoint des PO, mon bras droit en quelque sorte. Pendant que Brigitte, mon aide de camp, ou mon bras gauche, reçoit les coups à ma place quand il m'arrive d'être moins bon que je ne le souhaiterais, moins bon qu'il ne le faudrait. Par exemple, avec ce problème de caméra qu'on a entendu aussi longtemps. Par exemple, à cause de ce café que Maître Collard voulait boire avec sa gorge. Il part de langue de feu, mais il avait la gorge en feu. J'espère qu'il me pardonnera. Annick, notre responsable des actions militantes, est celle qui nous a tout appris, ou presque, sur le militantisme de terrain, en particulier les affichages. Yannick est notre informaticien de génie, toujours bienveillant, et tellement bon que l'Occitanie cherche à nous l'enlever, donc il faut le garder. Philippe a tellement de casquettes que je ne vais en citer que 2, trésorier et responsable de la circonscription de Perpignan. Liliane, transfuge des LR, est notre agent de liaison avec les associations et les médias. Et comme Brigitte, Liliane a commencé son militantisme chez nous, conseillée par Annick, en collant des affiches en pleine nuit. Delphine, quant à elle, en dehors d'être l'adjointe de Yannick pour tout ce qui concerne le numérique, incarne nos racines catalanes. Et Florent, fort de son armée de 90 jeunes, parfois difficile à manager, il faut bien que jeunesse se passe, et le patron des jeunes pour les PO. Je n'ai pas le temps ici de vous parler de notre maillage territorial, avec ses 4 coordinateurs de circo. Diapo. Ces 17 responsables ou responsables adjoints de canton. Sachez qu'ils comptent tous sur vous pour les aider, en particulier dans 2 missions prioritaires sur lesquelles je voudrais insister. Nous avons besoin de tractage et de porte-à-porte. Éric Zemmour nous a demandé de lancer des opérations de porte-à-porte partout, en particulier le 13 et le 14 mars. Mais il y a aussi, et ça tout le monde peut le faire, votre présence dans les bureaux de vote. Nous avons besoin de 1000 volontaires, consacrant au moins une demi-journée aux élections, le 10 et le 24 avril. Donc vous avez des responsables de circonscription, des responsables de canton, des responsables de village. Il faut effectivement trouver, d'ici peu de temps, 1000 personnes pour être dans les bureaux de vote. Je vais maintenant passer la parole à Charles. Peut-on revenir sur les responsables de circo? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui a sauté. La diapo. Vous pouvez balancer les diapos? Diapo, c'est le responsable de circo. C'est circonscription 1. Ah bon, très bien. Donc voilà la circonscription 1, Philippe Boisdin, qui s'occupe de la circonscription la plus compliquée, mais la moins étendue, à savoir Perpignan. Perpignan qui contient 6 cantons, parfois découpés bizarrement.
Donc, voilà, est là. Hein. C'est celui qui fait tant de bruit et qui a aussi beaucoup de soucis. Merci. Pour la circonscription 2, Yannick Piris, qui non seulement s'occupe de tout ce qui est numérique, qui s'occupe de finalement presque tout, hein, de la communication numérique en Occitanie et dans les PO, mais qui aussi, parce qu'il a beaucoup de temps, hein, il travaille à plein temps, mais il a du temps sûrement, pour s'occuper aussi de la circonscription 2, qui est celle qui va de Sals au Fenouillet. Circonscription 3, je vais m'étendre un peu sur Charles, parce que c'est non seulement il s'occupe de la circonscription 3, et je crois la plus étendue de France, la plus longue en tout cas, pas très peuplée mais très longue, mais c'est aussi Charles qui a écumé la moitié du département et qui a visité peut-être 100 maires, avec un succès dont il vous parlera tout à l'heure. Donc merci Charles, il vaut vraiment le coup de l'applaudir 2 fois. Dernière circonscription, la circonscription 4. Georges-Henri Chambaud, qui habite dans une grande ville, Fayette, qui au dernier recensement, avant qu'il n'arrive, comptait 52 habitants, maintenant c'est 53 je crois, peut-être un peu plus, 30, on me dit 30 habitants, donc il s'est vite montré comme le roi de ce petit village, Fayette, et il a pour ambition de contrôler l'ensemble de la circonscription qui va de la côte Vermeille à la Terre d'Axe. Plus exactement à Pradel-Moyou. Je me trompe parce que le Canigou, il est aussi sur le Canigou. Le canton, le Canigou est très intéressant, il est sur 2 circonscriptions à la fois. Mon épouse, qui est dans la salle, avait été candidate au départemental. Je ne l'ai pas vue pendant un mois. Elle est revenue un peu fatiguée. Donc c'est un canton très difficile aussi. Merci encore, Jean-Jean. Je vais maintenant passer la parole à Charles, qui, en dehors de s'occuper du parrainage, a aussi titillé un peu Castex, puisqu'il a affiché partout sur Prades et dans tout le conflant. Merci d'accueillir Charles. J'aimerais que l'on fasse un grand bravo à Bruno Le Maire, s'il vous plaît. Bravo Bruno pour ton intervention. Ce vendredi 4 mars, nous finissons, c'est le dernier jour du recueil des parrainages. C'était une longue épreuve, vous savez, vous l'avez suivi, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de temps consacré, beaucoup de visites de maires, et je voudrais vous rapporter quelques informations de ce périple, comme une chronique en quelque sorte. Je voudrais déjà bien replacer le contexte. Vous savez qu'on parle de parrainage, mais la législation n'utilise jamais ce terme. Jamais, c'est-à-dire pas une seule fois. La législation parle de droit de présentation d'un candidat. Et ce n'est pas du tout la même chose, parce que parrainage, parrainé, parrain, n'importe quel dictionnaire vous dira que c'est un appui ou une caution morale accordé par quelqu'un. Donc de quelque chose d'assez neutre, présentation d'un candidat, on en vient à quelque chose qui est beaucoup plus équivoque. C'est même, on peut considérer une escroquerie sémantique et intellectuelle de transformer ainsi le mot.
Et c'est dans ces conditions qu'il faut partir à la recherche donc, de ces précieux parrainages, ces cautions morales. Quand j'ai rencontré Bruno, parce que c'est une opération qui a commencé l'été dernier, quand j'ai rencontré Bruno, d'abord on s'est tout de suite très bien entendu, c'était déjà sympa. C'est aussi une très belle aventure humaine, cette histoire. Il m'a demandé, écoute Charles, tu apprends, tu t'occupes de la Circo 3, tu iras pour Madame à Saint-Estève. C'est un échantillon donc, de 100 maires, on va arrondir, 100 maires. C'est un échantillon qui est représentatif parce que bon, tout ça c'est gouverné par des lois statistiques où avec 100 maires, vous avez un échantillon qui représente effectivement quelque chose. Et sur ces 100 maires, 50 maires ont d'emblée été intéressés par la candidature de M. Zemmour. Ça allait de la curiosité à l'enthousiasme. Mais c'est quand même la moitié des maires qui ont eu tout de suite une oreille attentive pour cette candidature et qui ont souhaité en savoir plus. C'était soit des lecteurs assidus, soit des spectateurs de l'émission de CNews ou d'émissions antérieures. C'était quand même une surprise pour un candidat qui était complètement inconnu, novateur, atypique, de voir que d'emblée, chez les maires, il suscitait donc un intérêt certain. 50% des maires. 10 autres se sont montrés plus expéditifs, du genre pas de raciste à escargot. J'ai promis de ne pas donner le nom du maire. 20% ont courtoisement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas soutenir la candidature de M. Zemmour. À quelques exceptions près, les maires sont toujours des gens courtois, ça va de soi. Ça veut dire que 10% plus 20%, il y a 30% de gens qu'on n'arrive pas à convaincre. On n'arrivera pas. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui pensent que noyer la France dans la mondialisation, dans l'Europe, c'est vachement bien. Ils ne sont que 20%. Et 20% ont voté en touche, en quelque sorte. M. Zemmour n'était pas candidat, c'est difficile d'apporter un parrainage à quelqu'un qui n'est pas candidat. Il a été candidat tardivement, et on préférait remettre ça plus tard. Ce qui est certain, c'est que tous, sans aucune exception, se sont inquiétés de recueillir l'avis de leur conseil municipal ou se sont souciés de cet avis. La législation ne demande pas ça. Le parrainage est une prérogative du maire qui doit, en son âme et conscience, apporter, donc présenter un candidat ou apporter son parrainage. Vous avez entendu que de nombreux maires ont essayé soit de faire des tirages au sort, soit de demander l'avis de leurs concitoyens. Très souvent, le plus souvent, ils ont eu l'opposition de la préfecture qui jugeait que c'était influencer le maire que d'agir de la sorte. Et ont donc interdit soit ces tirages au sort, soit ces consultations. J'ai trouvé dans un article de presse un maire qui rapportait très exactement à un journaliste comment ça se passait. Je le cite. « J'ai été maintes fois sollicité et je n'ai rien promis. Mais j'aime qu'il y ait de la démocratie. Pour autant, c'est risqué. Car cela est assimilé à un soutien politique et je ne veux pas faire de politique. Aussi, j'ai pensé que l'on pourrait décider ensemble, dit-il en s'adressant à son conseil. Dans un premier temps, on pourrait avoir une réflexion commune. Soit on parraine quelqu'un, soit on ne le fait pas. Et la quasi-totalité des maires ont agi de la sorte et ont décidé de ne parrainer personne. Pour illustrer, je voudrais partager avec vous quelques SMS que certains maires m'ont adressés dans les tout derniers jours, parce qu'il y a eu des contacts nombreux. Nous avons pu obtenir les numéros de mobile des maires. La personne qui est là dans la salle, je crois que je ne connais pas, je la remercie sincèrement. Ce
ce qui permettait d'avoir un dialogue direct avec les maires jusqu'à un certain point, parce qu'à la fin, les maires ne répondent plus. Je vais vous, comment dire, le premier maire est un maire qui était très favorable à M. Zemmour, et nous avons espéré son ralliement jusqu'à la dernière minute, nous ne l'avons pas obtenu. Il disait « Je suis désolé, mais je ne puis changer. Village petit, grand mot, M-O-T-S. Je ne puis me situer. L'anonymat gagnerait à plus d'entrain. J'ai assez de soucis et des subventions à demander. » Je vous rassure, j'ai répondu la même chose à d'autres candidats cordialement. Un autre maire, qui s'affirme de tradition gaulliste, c'est ce qui est vrai pour m'être entretenu à plusieurs reprises. Monsieur Mandar, je ne soutiens aucun des candidats. La position des maires est délicate. Comme je vous l'ai dit, je respecte Monsieur Zemmour, mais je ne suis pas de son parti et je ne partage pas certaines de ses idées. Toutefois, il serait normal qu'il puisse se présenter, étant donné qu'il représente une partie des Français et Françaises bien cordialement. Le dernier maire que je vais rapporter était un Zemmoureux convaincu, un Zemmoureux viscéral. Et on a imaginé avec lui organiser une espèce de tirage au sort. Je vais inciter à faire en loose day avec d'autres maires. Il a dit non, je vais être réglo, je vais présenter à l'intercommune. Et il m'écrit, Monsieur Mandar, je ne soutiens aucun des candidats. La position. Pardon. Monsieur Mandar, suite à la conférence des maires d'hier après-midi et l'impossibilité de créer ce tirage au sort, mon intervention m'a valu un tollé auprès des autres maires, qui restent très évasifs sur le sujet. Tous me conseillent de parrainer personne. J'ai pu échanger également avec un conseiller départemental qui me recommande de soutenir personne également. Ce parrainage pourrait être mal interprété par notre département qui est de gauche et élu pour 7 ans. Désolé, mais je ne pourrai pas vous aider. Je pense que le mode de scrutin de notre pays est à revoir bien cordialement. Vous comprendrez que dans ces conditions, les maires qui nous ont soutenus, qui ont soutenu la candidature de M. Zemmour, puissent paraître pour de véritables héros, qui ont su s'opposer à cette espèce de dictature de l'opinion publique, de terrorisme intellectuel autour des parrainages. Merci donc à messieurs Jérôme Palmade, maire de Kia, Monsieur Pierre-Henri Lintagne de Prugnane, Monsieur Jean-Luc Segui, maire de Réal, et Monsieur Fernand Cabezin d'Arboussol. Notez qu'à EK, il représente à la fois le Roussillon, la vallée de l'Agly, la Cerdagne et le Conflent. Tous ces maires n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, mais néanmoins, je vous invite une nouvelle fois à leur porter toute votre considération et à les applaudir chaleureusement à nouveau. Merci. Merci à toi, Charlie, pour ton intervention. Et bravo à toi pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Alors, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans la photo du bureau, je ne sais pas si on peut la repasser, nous avons 4 charmantes dames dans ce bureau. Alors, ne croyez pas qu'elles soient là au titre de la parité. Non, elles sont là pour leur qualité humaine. Excusez-moi, j'ai un trou. J'ai perdu ma ligne. Ouais, leur qualité donc d'écoute, leur qualité de travail et surtout leur grand cœur. La personne à qui j'aurai l'honneur de laisser la parole dans quelques instants a rejoint Éric Zemmour, non pas au titre de la parité,
mais pour toutes ses qualités énumérées juste avant. En novembre 2018, elle a été l'une des premières à croire au peuple français. Peuple qui ne voulait pas mourir. Peuple qui voulait vivre dignement de son travail. Aujourd'hui, porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour, je vous remercie d'accueillir avec vos applaudissements Madame Jacqueline Moreau. Vraiment, j'étais jamais venue jusque chez vous, mais je reviendrai. Je suis venue pour vous parler de la France, notre pays tant aimé, tant admiré, mais aussi tant abîmé. La France que nous aimons, c'est celle de nos aïeux qui l'ont façonnée par leur travail, leur abnégation et leur courage. Chaque paysage pour lequel nos yeux s'émerveillent aujourd'hui est le fruit du labeur de nos ancêtres. Nous sommes tous des descendants de ceux qui ont aimé la France profondément, sincèrement, viscéralement. Souvenez-vous de la simple petite maison de paysans où des générations d'enfants se sont roulés dans le foin pour s'amuser, ont mangé de la terre et joué avec des cailloux en guise d'osselets, de l'école où à la fin de l'année nous nous faisions une fête de sortir les tables dans la cour pour les cirer. Je ne sais pas si vous avez connu ça ici. Ah, ça fait plaisir, je ne suis pas toute seule. J'avais un doute en écrivant ça, en fait. Mais finalement, vous êtes comme moi. Ou plutôt, je suis comme vous. Afin qu'elle soit parfaitement propre pour la rentrée suivante, des kermesses où les majorettes défilaient devant la fanfare locale. Ça n'existe plus, ce truc-là. Recueillant ainsi l'admiration de tous les habitants du village, du petit café du coin, où l'on se retrouvait pour faire le tiercé le jeudi et le dimanche. Vous savez, avec les pinces à encocher, là. Parce que ma mère était jouée au tiercé, elle ne s'est jamais arrêtée. Du bal du 14 juillet, où les accordéonistes accompagnaient les robes virevoltantes des femmes endimanchées et les petits pas des hommes sur leur 31. C'était une France de fête, de respect et d'amitié partagée. La France que nous aimons, c'est celle de nos bâtisseurs qui l'ont construite, de la plus petite pierre de taille à la construction de nos cathédrales, imprimant de leur savoir-faire nos particules de mémoire. Parlant de notre patrimoine, une page ne suffirait pas à dresser une liste exhaustive de tous nos trésors. Nous pouvons nous enorgueillir de nos quelques 16 000 châteaux construits au fil des siècles, chiffre qui avoisinerait les 30 000 si tout était encore debout. Chambord, chef-d'œuvre de la Renaissance, offrant son escalier à double révolution. Chenonceau, le château des Dames, dont la galerie enjambe la Loire. Cheverny, dont Hergé s'est inspiré pour dessiner Moulinsart. Fontainebleau, demeure des rois de France, de François Ier à Napoléon III, sans oublier bien sûr Versailles, pour qui une journée ne suffit pas à tout visiter. Mais je n'oublie pas le palais forteresse des rois de Majorque à Perpignan, le château fort royal de Collioure, la forteresse médiévale de Castelnau et celle de Sals, le fort Liberia et le fort Lagarde. Moi qui adore le patrimoine, je peux vous dire que je me suis documentée sur votre région. Ça fait plaisir. Ben oui.
tant de beautés qui parsèment la France au rythme lent de leur construction. C'était le temps où l'on savait attendre, être patient et être fier du travail accompli. La France que nous aimons, c'est celle de ceux qui ont donné leur vie pour la défendre. Notre pays ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas eu les Romains qui ont envahi la Gaule, s'il n'y avait pas eu les invasions dites barbares qui ont amené les Francs et donc Clovis, si Charlemagne n'avait pas existé, s'il n'y avait pas eu le Moyen-Âge, époque formidable qui permettait aux femmes d'être chefs d'entreprise, s'il vous plaît, et où l'amour courtois leur permettait le respect qui leur est dû, s'il n'y avait pas eu la Révolution avec ses acquis, mais aussi avec ses périodes sombres qui ont amené l'Empire puis les républiques. De Jeanne d'Arc au dernier soldat mort au Mali, le sacrifice ultime nous intime le respect, nous enjoint à nous incliner et à toujours avoir une pensée pour nos chers disparus. Ils ont donné leur vie pour sauver la nôtre. La France que nous admirons et qui est admirée dans le monde entier, c'est la France qui rayonne à l'international, celle qui provoque l'émerveillement des touristes, celle qui exalte les passions amoureuses. La langue de Molière, Racine et Corneille a la réputation d'être celle de l'amour et le comportement des Français est supposé, je dis bien supposé, être romantique et séduisant vu de l'étranger, je dis bien vu de l'étranger, et nous n'avons aucune raison d'en rougir. Je vous taquine, bien sûr. En 2018, le français était la 5e langue la plus parlée au monde et comptait 300 millions de locuteurs. En 2050, les francophones approcheront les 700 millions. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est le premier pays francophone. Notre langue est enseignée grâce au réseau d'alliances françaises à travers le monde et RFI est la 3e radio internationale mondiale avec 44 millions d'auditeurs. La promotion de la langue française ne doit pas être négligée. Dès 1962, le président Léopold Sédar Senghor soulignait la dimension culturelle de la francophonie. Continuons. La France abîmée est celle que des grands détestateurs s'emploient aujourd'hui à saccager. Repentance, déboulonnage, écriture inclusive, wokisme, cancel culture et théorie du genre sont les thèmes de prédilection de ces prédicateurs de mort de notre pays. Ils ne supportent pas notre drapeau, notre amour de la nation, ni notre ferveur à la défendre. Pour arriver à leur fin, ils s'allient avec des associations anti-France, mais pas anti-subvention française, haïssent nos forces de l'ordre qui dérangent leur petit commerce criminel, défendent les squatteurs. Gilbert, tu peux remettre un peu de micro, s'il te plaît? Merci. Défendent les squatteurs tant qu'il ne s'agit pas de leur propre maison, veulent nous faire croire que le ciel est vert et que l'herbe est bleue, se prennent pour des jardiniers parce qu'ils ont planté 3 pieds de tomates en bas de leur immeuble dans 5 cm3 de terre au pied d'un platane. Nous sommes aussi attaqués par les progressistes et autres transhumanistes qui font de la PMA et de la GPA un progrès, de l'euthanasie une option mortelle choisie et de l'implantation d'une puce dans notre cerveau un moyen de mettre nos mémoires sur le cloud. Eh bien, ils vont devoir supporter que se dressent devant eux des femmes qui ont un utérus et qui garderont le privilège de donner la vie. Des personnes âgées qui se battront jusqu'à leur dernier souffle
et des humains intacts de toute manipulation génétique primaire, manipulation qui anéantiront de toute façon notre espèce. Nos vies valent bien plus que celles d'apprentis sorciers en mal d'immortalité. Bravo. Je suis venue vous parler de vous. Aujourd'hui, nous refusons que la France devienne un souvenir sur une étagère, telle une boule à neige que l'on dépoussière une fois par an au 14 juillet. Dans les faits, ce qui nous importe plus que de savoir d'où nous venons, c'est tout autant d'envisager ensemble où nous allons, quelle société nous voulons pour nous-mêmes, nos enfants et nos petits-enfants. Tout dans notre histoire se tient. Rien ne peut être délié et nous voulons en fait retrouver des choses simples. Nous voulons que nos enfants apprennent à l'école primaire les fondamentaux que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Nous voulons que l'école de nos enfants soit un sanctuaire à l'abri des groupes de pression, quels qu'ils soient, sous prétexte de les éveiller, alors qu'ils cherchent en fait à les déconstruire. En somme, nous voulons une école faite pour apprendre et non pour distraire. Nous voulons que nos collégiens et nos lycéens apprennent l'histoire de leur pays sans en occulter telle ou telle partie selon la lubie de soi-disant pédagogues pétris d'idéologie. Nous voulons une société qui responsabilise ses citoyens au lieu de les infantiliser. Nous voulons des hommes et des femmes politiques courageux qui ne se laissent pas aller systématiquement vers la facilité. Le fameux « quoi qu'il en coûte » a fait exploser la dette de notre pays à près de 3 milliards d'euros, quasiment 1 milliard de plus au cours de ce quinquennat qui s'achève, faisant supporter sur nos enfants et petits-enfants le poids de cette dette colossale que certains irresponsables imaginent ne pas avoir à rembourser. Comme si les pays qui détiennent notre dette, la Chine et les pays du Golfe et d'autres, allaient se laisser déposséder de ces sommes faramineuses. Nous voulons que nos industries restent françaises et qu'elles fournissent des emplois à nos concitoyens, qu'elles ne soient pas à la merci du monde de la finance. Nous voulons que nos agriculteurs, qui non seulement nous nourrissent, mais cultivent nos paysages, puissent vivre décemment de leur noble travail. Nous voulons que les gens qui ont travaillé toute leur vie aient une retraite décente. Nous voulons être soignés par des soignants qui ne soient pas épuisés, le tout dans des hôpitaux ou des centres de soins de qualité et de proximité. Et j'ajouterais que nous voulons qu'ils soient tous réintégrés. Ce que fera Éric Zemmour, puisque je me le suis fait confirmer. Nous voulons que notre pays accueille décemment ceux qui ont une véritable raison d'y venir, sans nous considérer comme un Eldorado que nous ne sommes pas. Où est d'ailleurs le respect de la dignité humaine quand on abrite des immigrés toujours plus nombreux sous des tentes ou des abris de fortune sous les ponts de Paris? Nous voulons que la ruralité ne soit pas le parent pauvre du développement de notre pays et qu'on lui donne toutes ses chances à parité égale avec ce qui est fait pour les villes. Nous voulons pouvoir vivre en sécurité tant dans nos villes et banlieues que dans nos campagnes. Nous voulons que
puissent faire leur travail et qu'une justice laxiste et parfois partisane ne défasse pas le lendemain ce que gendarmes et policiers ont eu bien du mal à faire la veille. Nous voulons ne pas avoir un jour à être soumis à une quelconque loi coranique qui fait d'enfants de 6 ans des femmes bonnes à marier et donc bonnes à mettre dans le lit d'hommes de 70 ans parfois. Nous voulons donc que les lois de la République soient intangibles et non négociables. Nous refusons qu'un jour nos enfants puissent être soumis à des injonctions vestimentaires, physiques, morales ou religieuses. Si des migrants viennent en France pour vivre comme chez eux, manger comme chez eux, s'habiller comme chez eux, parler comme chez eux, eh bien il vaut mieux qu'ils restent chez eux. L'assimilation que la famille d'Éric Zemmour a pratiquée lorsqu'elle est arrivée en France est praticable par tous ceux qui viennent pour aimer la France. Et la France respectée les aimera. Emmanuel Macron, après le nouvel ordre mondial, veut installer une nouvelle normalité promue par Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial de Davos, faite de rupture des liens, d'asepsie des relations dans une société assignée à résidence. Une société où n'existe plus de nations, plus de familles, plus d'individus. Une société où le ventre des femmes est une usine à mettre bas. Une société où l'enfant est considéré comme une marchandise sur une tête de gondole. Cette société où l'État procède à la fusion de nos identités physiques, numériques et biologiques, c'est celle que nous propose Emmanuel Macron. C'est l'avènement du citoyen numérisé enfermé dans le Webistan. 1984 est le meilleur des mondes réunis, Orwell et Huxley en fusion. Eh bien, ils vont nous trouver sur leur passage. Je suis venue vous parler d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, le moment est venu de faire le ménage dans le potager. Nous devons arracher les mauvaises herbes avant de semer et de replanter. On fait tout ça. Nous savons que nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais vous et moi, mettons la vérité et la France au-dessus de tout. Nous sommes réunis aujourd'hui avec le sentiment d'être des résistants. Et résister n'a rien à voir avec être réfractaire, désobéissant, opposant, anarchiste, activiste ou complotiste. Résister est une affaire de conviction personnelle. Nous résistons contre des comportements, des décisions, des paroles, des actes, parce que nous les considérons comme dangereux pour nous et notre pays. L'histoire a démontré que les résistants ne sont jamais morts pour rien. Ils ont donné leur vie pour le collectif. Il est donc hors de question de coller à la pensée dominante qui détruit notre nation. Et la lumière est enfin apparue dans le tunnel. Elle a pris consistance en la personne d'Éric Zemmour. Il nous démontre chaque jour un peu plus pourquoi nous avons raison de lui faire confiance. Il a tout simplement compris
ce que nous vivons. Qui mieux qu'Éric Zemmour aujourd'hui peut répondre à nos aspirations bien légitimes? Il est celui qui a compris depuis longtemps déjà les attentes de la plus grande partie de notre population. Il montre chaque jour sa détermination et sa volonté face à une adversité inouïe, médiatique et politique. Comme nous, Éric Zemmour aime la France et les Français plus que tout. Il paraît que cela fait de nous des extrémistes. Ben voyons. Les extrémistes ne sont pas ceux que l'on croit, mais plutôt ceux qui œuvrent par idéologie à faire disparaître notre pays, ce qu'il a été, ce qu'il est, en le noyant dans un monde déraciné, sans avenir et sans espoir. Eh bien, tout comme nous refusons que la caserne des Récollets auprès du château de Versailles soit vendue à des investisseurs du Golfe arabo-persique, nous refusons catégoriquement que la France soit sacrifiée sur l'autel des ambitions privées d'Emmanuel Macron. Nous avons confiance. Toutes les mesures du programme qu'Éric Zemmour nous propose et que vous connaissez déjà vont nous permettre de reprendre notre souffle, de retrouver de l'oxygène, de refaire de la France notre plus grande fierté. Nous avons beaucoup à gagner pour la France, les Français et les Françaises. Le bien commun passe par le bien commun du peuple. À l'heure où des combats ont lieu sur notre continent, je voudrais ajouter ceci. Je suis consternée par les propos de certains responsables politiques français qui mettent de l'huile sur le feu et qui poussent à accentuer les combats sur place. Ils oublient que de leur salon douillet, en surenchérissant de propos belliqueux, ils alimentent la haine et oublient qu'ils parlent d'hommes, de femmes et d'enfants, de civils et de soldats dont la vie est en jeu. Eux ne mettent pas leur vie ni celle de leurs proches en danger. Quel manque de retenue! Quel manque de retenue! Quel manque de mémoire, de dignité, d'humanité de la part de ceux qu'on appelle abusivement les élites. Plus que jamais, la négociation et la paix doivent s'imposer. Osons exprimer nos opinions avec calme et n'oublions pas qu'il est toujours plus facile de discutailler et de donner des conseils quand il s'agit du sang des autres. Indépendamment du fait qu'il n'est pas nécessaire de prendre position pour comprendre que dans une guerre, ce sont toujours les mêmes qui trinquent, cette guerre devrait inciter les chefs d'État européens à réfléchir davantage par eux-mêmes et à sortir des schémas de pensée produits par l'influence américaine. Car dans le cadre de ce conflit, l'OTAN n'est d'aucune utilité militaire. Le moment paraît donc propice à la création d'une nouvelle organisation entre pays européens pour la protection de l'Europe. La vision que nous avons de la grande Europe, de l'Atlantique à l'Oural, selon l'expression du général de Gaulle, doit enfin accéder, après plus de 77 ans d'infantilisation par les États-Unis, à sa pleine indépendance. Pour terminer, maintenant que nous avons toutes les signatures nécessaires à la candidature d'Éric, il nous reste à continuer notre stratégie de reconquête de notre pays. Vous êtes tous importants. Comme les milliards de grains de sable forment la plage,
Ensemble, nous formons la victoire d'Éric Zemmour. Vous avez jusqu'au 10 avril prochain pour convaincre chacun 3 personnes. Et ces 3 personnes devront aussi en convaincre 3 autres, et ainsi de suite. Faites ce travail, faites-en votre défi personnel. Ainsi, vous allez œuvrer pour la France. Ainsi, vous aurez tous participé à la victoire du bon sens et de l'amour de notre pays. Ne vous économisez pas. Nous sommes tous, chacun à notre place, les artisans de cette victoire, car en réalité, Éric Zemmour nous propose bien plus qu'un avenir, il nous propose un destin. Vive la République et surtout, vive la France! Un tonnerre d'applaudissements pour Madame Jacqueline Gouraud. Merci à toi, Jacqueline. Alors, il m'est impossible de vous présenter notre intervenant suivant, tant son charisme le précède. Orateur hors pair, tout le monde connaît ses envolées lyriques, parsemées des quelques pointes de malice toujours très finement amenées. Tout à l'heure, je vous ai demandé un tonnerre d'applaudissements pour Jacqueline. Et vous m'avez fait un petit orage parisien avec quelques pétards mouillés. Maintenant, je veux un vrai orage catalan, avec le tonnerre qui roule tout autour de nous en faisant trembler le sol. Il est président d'honneur de Reconquête. Il est le porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour. Il est député au Parlement européen. Un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Gilbert Collin. Merci. Alors, je vais m'assurer que le micro fonctionne bien et que personne fait comme moi le camp aux platines. Parce que vous ne savez pas à quel point on peut s'amuser derrière. Je voudrais d'abord remercier Jacqueline pour les propos magnifiques qu'elle a tenus, et puis Bruno Le Maire, qui porte un bien joli nom, il faut le reconnaître. Il le porte mieux que l'autre, quand même. Il faut le reconnaître. Pour la qualité de cette organisation, la chaleur de cette rencontre, et finalement le moment de famille que nous passons ensemble. Depuis 1700
659, Perpignan est française. Pourvu qu'elle le reste. Sur ces terres des côtes du Roussillon, qu'il me soit permis d'avouer, et après on passera aux choses sérieuses, que pendant que vous attendiez, nous on buvait de petites bouteilles bien françaises d'un bon vin qui nous a permis de tuer le temps avec une joie non dissimulée, en remerciant le ciel que la taxe comportementale sur le pinard que les députés voulaient voter n'ait pas été adoptée. Le facteur a posté sa lettre. Elle est timbrée, ce qui ne m'étonne pas. Et elle va arriver peut-être dans vos boîtes aux lettres. Depuis, j'ai perdu mes clés. Mais ça y est, le général en chef des troupes du vide, Monsieur Macron, est maintenant en campagne. Non pas celle de Russie, rassurez-vous, mais celle de sa réélection. Mais il va avoir quelques difficultés parce que nous n'avons pas du tout l'intention de le laisser continuer à faire tout le mal qu'il a fait au pays. Aujourd'hui, je m'éloigne parce que le pupitre branle. J'y suis pour rien, mais c'est comme ça. Alors, je vais essayer voilà, pour ne pas être gêné par le mouvement du pupitre. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre, et là on entre dans la question angoissante de l'époque, la dernière liberté, la dernière chance. Si malheureusement Éric Zemmour ne gagne pas, nous aurons perdu non pas la guerre, mais une bataille considérable. Et les chances de voir la France continuer à être, malgré les vicissitudes, la France, vont considérablement diminuer. Oui, c'est la dernière liberté. C'est la dernière chance. Après, tout va être difficile, tout va être dur, parce que si le système gagne, on n'aura plus de recours, vous le comprenez. Ils sont tellement unis les uns aux autres dans leur combine, dans leur entente, dans leur promiscuité coupable, qu'il sera quasiment impossible de redresser le système. On se rend compte de ce que le pays est devenu. Quand vous pensez que, je le disais l'autre jour à Marseille, Notre-Dame de la Garde, qui est là depuis des siècles, vers laquelle les yeux des croyants et des incroyants se sont toujours tournés, dans la tempête comme dans le beau temps, a vu sa croix disparaître dans les vœux que la mairie a présentés. C'est inconcevable, quoi. Cela veut dire qu'il se passe quelque chose dans ce pays qui est de l'ordre de la destruction symbolique et qu'on ne peut pas y assister sans frémir. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette croix, qui est là depuis des siècles, près de la Vierge de Notre-Dame de la Garde, en laquelle on peut croire comme en laquelle on peut ne pas croire. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette croix? Toi, le maire de Marseille, pour que tu l'enlèves, c'est de la barbarie. Et pourtant, ça s'est produit. Ça s'est produit sans que personne ne s'en indignât, sans que personne ne trouvât raison de critiquer. Et c'est
c'est notre monde qui s'en va. Et en même temps, on a Franz-Olivier Gisberg qui raconte dans son dernier livre que lorsqu'il va prendre le train à la gare Saint-Charles, plus personne sur le chemin ne parle français. Et quand il le dit, vous avez l'inénarrable Laura Adler, je ne sais pas si vous la connaissez. Celle-là, il ne faut pas être coincé dans un ascenseur avec elle. On attrape une migraine éternelle. Hein. Vous savez ce qu'elle lui a dit à Fogg, le mec qui a failli avaler sa cravate? La cravate qui est devenue pour l'Union européenne un site de machisme. Au passage, hein, bon. Elle lui a dit, ah oui, mais c'est ça, France, il n'y a pas assez de blancs alors. Non, mais qu'est-ce qu'il dit, Olivier Gisberg? Il dit ce que je constate, ce que vous constatez, que malheureusement, quand on circule dans les rues de Marseille, eh bien on entend de moins en moins parler français. Ce sont deux petits événements que je vous raconte, deux petits signes, mais qu'est-ce qu'ils sont sombres, qu'est-ce qu'ils appellent la nuit, qu'est-ce qu'ils font tomber comme ombre sur l'âme de ce pays, sur l'histoire de ce pays. C'est horriblement angoissant. Enfin quand même, le pays de Brigitte Bardot, c'est pas le pays du Burkini, merde. Le pays de Joséphine Baker, c'est pas le pays de la burqa. Et pour faire plaisir aux gens de gauche, le pays de Gisèle Halimi, c'est pas le pays de Nijab. Quand même. Et pourtant, on voudrait bien que dans les compétitions sportives, on puisse porter le foulard. C'est horrible ce qui se passe. On assiste tous les jours à la destruction de notre pays. Il y a quelques jours, un dimanche matin, un prêtre, c'était à Toulouse, ou à Bordeaux, je crois, à Bordeaux. Du reste, j'ai du mal à dire Bordeaux parce qu'on ne sait pas où c'était. Hein. On avait l'impression que ce pauvre curé, il était perdu dans un autre monde. Hein. Il distribue la bénédiction au milieu de vendeurs à la sauvette, entouré de toutes sortes de gens qui avaient l'air de le regarder comme on regarde une espèce d'homme déguisé. Et il y a un individu qui est passé et qui lui a craché dessus. Voilà. Voilà. Vous me direz, le prêtre n'a pas voulu déposer plainte. Bon, c'est quand même pas la religion du crachat, le christianisme. Hein. On n'est pas là non plus pour se faire cracher à la gueule. Hein. Et du reste, aucune religion ne devrait, dans une démocratie, subir de telles insultes. Bon, on en est là. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Chacun d'entre vous le sait. Chacun d'entre vous le voit. Mais quand même, la France aujourd'hui, c'est le pays où on tue un prêtre à l'autel, qui, dans une vision incroyable du reste, qui devrait tous nous faire profondément méditer et réfléchir, dit avant de mourir, vous voyez, les instants terribles de la vie, quand on voit la mort qui est là, il dit « Va-t'en, Satan !» Comme si l'éclairage inimaginable de la mort lui donnait cette vision, comme si du précipice dans lequel il allait tomber, lui, pour retrouver son Créateur, il avait vu ça. Et avant d'expirer, il expire cette phrase « Va-t'en, Satan !» Mais personne n'a réfléchi à ce que ce prêtre avait vu. Personne ne s'est
ému de ce que ce prêtre avait vu, de la situation de notre pays. Mais c'est satanique ce qui se passe. Un professeur égorgé en pleine rue, et ça passe, et on oublie, et on continue à vivre comme si de l'horreur rien n'était. Mais on est complètement écrasé, accablé. Et je pourrais citer tout au long des années passées tant d'événements qui doivent nous faire frémir. Le colonel Beltrame, aujourd'hui oublié, ces deux jeunes filles à Marseille, l'une éventrée, l'autre égorgée. C'est ça la France? C'est ça? Non, c'est pas ça. Mais malheureusement, que ça vous plaise ou non, c'est devenu ça la France. C'est devenu ça la France. Un pays où les femmes ne peuvent plus marcher librement et s'habiller comme elles le veulent. Un pays où quand votre fille ou votre fils s'en va pour sortir ou pour rejoindre des amis, vous vous dites pourvu qu'ils reviennent. C'est ça la France. On a laissé devenir ça la France. Et moi je vous le dis, honte aux lâches. Honte à tous ceux qui ont laissé ce pays devenir ce qu'il est. Honte à ceux qui ont donné tort aux policiers. Honte à ceux qui ont appelé à l'insulte contre les forces de l'ordre. Honte à ceux qui ont laissé tomber le drapeau dans la fange du crachat, de l'insulte. C'est insupportable. Honte à eux. Honte à ce président dit de la République qui a pu chasser le drapeau français de l'Arc de Triomphe pour y mettre le drapeau européen. Honte à ce président qui a fait du soldat inconnu l'orphelin à un moment du drapeau dans lequel on l'avait enseveli. Honte à tous ces politiques qui ont renié l'histoire de France, qui ne veulent plus que Louis XIV soit Louis XIV, que Louis XV soit Louis XV, que Saint-Louis soit Saint-Louis, que Jeanne d'Arc soit Jeanne d'Arc, que la France soit la France, que Malraux... que Malraux ait pu faire entrer Jean Moulin au Panthéon. Honte à ceux qui vraiment, année après année, ont renié complètement notre histoire, notre sol, notre pays, nos parents, nos grands-parents. Parce que dites-vous bien que ceux qui ne sont plus là nous regardent. Et que s'ils étaient là, eux qui se sont battus, eux qui ont pris des coups, eux qui ont souffert, pleureraient sur nous, auraient peut-être honte de nous. Mon Dieu, que mon père n'ait pas honte de moi, même si je dois souffrir pour cela. Mon Dieu, que mon grand-père, blessé plusieurs fois à Verdun, n'ait pas honte de moi. Mon Dieu, que mon père, pourchassé par les nazis, obligé de fuir le régime de la collaboration, n'ait pas honte de moi. Que l'amour que tu m'as donné, Père, de la patrie, que l'amour que tu m'as enseigné du pays, que l'amour que tu m'as enseigné de Racine, de Corneille, de Molière, de la France, mon Dieu,
n'aie pas honte de moi et donne-moi jusqu'au bout la force de la défense. Cette France que tu as aimée, cette France qu'on aime et qu'on est en train d'assassiner. Vous, ici, résistants, pensez à ceux qui vous regardent. Ne lâchez plus rien, n'abandonnez plus rien. Ayez le courage d'affronter. Ayez le courage d'aller au feu des questions, des mises en cause, des affronts, au nom de tous ceux qui, avant nous, ont fait la grandeur du pays. On le leur doit. On le leur doit de toute la force de l'amour qu'on a pour eux, parce que nous, nos enfants, quand ils penseront à nous, les années se seront écoulées, on sera dans l'invisible. Mais quand ils penseront à nous, est-ce qu'ils pourront dire de nous ce que je dis de mon père, ce que vous dites de votre père, ce que je dis de mon grand-père, ce que vous dites de votre grand-père? Est-ce qu'ils pourront, quand ils se retourneront vers nous, regardant l'invisible comme on le fait pour nos pères et nos mères, est-ce qu'ils pourront dire « Ils m'ont donné de la France une telle image, que j'en ai un tel amour, que si on y touche, je me lève, que si on y touche, je me bats, que si on y touche, je deviens furieux pour la défendre au nom de l'amour, parce qu'on a le droit d'aimer son pays d'amour, passionnément. Chacun et chacune d'entre vous est un résistant. Résistance. Répétez-le. Résistance. 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 Il ne faut plus rien céder. On est en résistance. Il ne faut plus rien abandonner. On est en résistance. On croyait que tout était perdu. On se disait, c'est foutu. La marine qu'on aimait bien, elle va finir chez Mélenchon. Macron qu'on n'aime pas, il va continuer à nous prendre pour des benets. On cherchait une solution. Et puis est arrivée cette chose incroyable que dans l'histoire de France on a vu souvent. On a vu arriver le chevalier des mots. Incroyable. Le Don Quichotte du verbe. Le fou de la polémique. Le passionné authentique de la France. On a vu arriver un homme petit, malingre, qui dégage une force, mais qui remonte à Bayard, qui remonte à Duguesclin, et qui, avec sa lance de chevalier errant, va foutre en l'air toute cette bande de cons. Il va les foutre en l'air avec sa lance, le lancelot de la politique, et on va les voir tournoyer dans les ailes du moulin jusqu'à ce que le mouvement des hélices les envoie
dans une retraite qu'ils n'auront pas méritée, mais qu'on leur donnera bien volontiers. Chacun d'entre nous est un soldat de l'armée symbolique du changement, de l'armée symbolique de la reconquête, de l'armée symbolique de l'histoire de France. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est un Marseillais, personne ne le sait, c'est Edmond Rostand, qui a écrit Cyrano de Bergerac. Et j'ai une passion pour Cyrano de Bergerac. Je l'ai regardé dans toutes ses versions. Daniel Sorano, Depardieu, il y en a eu de très bons et de très mauvais. Et le dernier acte, que vous connaissez peut-être, que vous ignorez peut-être, ou que vous avez oublié, est magnifique. C'est, vous le savez, le moment où Cyrano, qui vient d'être blessé, on l'a attaqué par derrière, comme on nous attaque, du reste, toujours par derrière, au passage. Sachez qu'on vient de se prendre une fermeture de tous les comptes Twitter de Reconquête. Alors, il s'agirait, paraît-il, d'une erreur. Comme dirait l'autre, ben voyons. Alors, ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors, il semblerait que les comptes vont être rétablis. Mais ça, ce sont les attaques par derrière, vous voyez. Par derrière. Les attaques minables, les attaques méchantes. Et donc, Cyrano est blessé. Il se sent mourant. Et il va retrouver dans le couvent où elle s'est enfermée Roxane. Et il fait un peu la gazette quand il va la voir. Il lui raconte ce qu'a été la vie du jour, ce qui s'est passé. Et là, il commence à lire les lettres que Christian lui envoyait. Et puis la nuit arrive, la nuit tombe. Et Roxane, à ce moment-là, se rend compte qu'il ne peut pas lire. Elle découvre donc que le grand amour de sa vie, c'était lui. Celui qui était capable de lui dire, caché dans l'ombre, un baiser à tout prendre, qu'est-ce ? Un point rose sur le lit du verre d'aimer. Un aveu qui prend la bouche pour oreille. C'était Cyrano. L'image même du héros français, dont on se sert aujourd'hui dans les écoles pour enseigner ce qu'est l'honneur. Parce que c'est un concept qui n'est plus accessible. Il faut montrer le film pour faire comprendre aux jeunes ce qu'est l'honneur. Et Cyrano, quand il vacille, a une vision. Et je la trouve extraordinaire. On peut l'appliquer au moment d'aujourd'hui. Il dit « Ah, je vous vois, tous mes vieux ennemis. » Écoutez, ils sont là, les vieux ennemis. Et avec son épée, dans ses dernières forces, il tape dans le vide et il dit « Ah, je te vois, le mensonge, le mensonge. » Mais qu'est-ce qu'on nous a menti? Qu'est-ce qu'on nous ment tout le temps pour asseoir la puissance de cette Union européenne, conglomérat d'affairistes, technocrates, avec cette von der Leyen à la tête. Quelle honte! Le mensonge sur l'immigration, le mensonge sur la délinquance, le mensonge sur tout. Ah, je vous vois, dit-il, les lâchetés, les lâchetés. Qu'est-ce qu'on est lâche, incapable de prendre les décisions qui s'imposent, incapable de prendre les mesures qui s'imposent, toujours subissant, toujours lâche, ne pas voir
l'islamisme radical, refuser de voir le terrorisme. Combien de temps il aura fallu pour qu'on le nommât? Combien de temps? Et encore, on en est toujours à la notion de psychiatrisation. Lâcheté dégueulasse. Ils ont peur des mots, ils ont peur de nommer les choses, ils ont peur de dire le mal, les lâches. Ils me dégoûtent, les lâches. Et Cyrano dit le mensonge, la lâcheté, et il ajoute les compromissions. Qu'est-ce qu'ils sont compromis tous? Qu'est-ce qu'ils sont compromis? Oui, le mensonge, les lâchetés, les compromissions. Et il dit, je me bats, je me bats, je me bats. Et oui, battez-vous contre les mensonges, battez-vous contre les compromissions, battez-vous contre les lâchetés, battez-vous pour emporter, au moment où tout sera fini, le panache français, la classe française, la tenue française, celle qui était capable de jeter par-dessus l'obstacle le cœur des cavaliers pour qu'ils aillent au loin le chercher dans un courage extraordinaire. Oui, battez-vous, amis, pour le panache, parce que vous l'avez. Sinon, vous ne seriez pas ici. Vous seriez dans les conforts de ces partis minables où on cherche des places, où on cherche des postes. Nous, on cherche des coups. On cherche les coups. Nous, on va au-devant des insultes. Sale juif, fils de pute. On va au-devant de ces insultes. Mais qui sache, c'est con, que la pute, c'est ma mère, c'est la France, et qu'il devrait bien faire attention aux prétendus fils de pute, parce que le trottoir, on va pas le faire longtemps. Le trottoir, on va pas le faire longtemps. Attention. Attention, et ma mère, tu la niques pas. Alors mes amis, pour conclure, parce qu'il ne faut jamais être trop long, bien sûr, on a un magnifique combat à mener. C'est peut-être le dernier combat pour la France. Après, la nuit tombera. Et probablement avant que le jour se lève sur notre magnifique pays, oh, on y arrivera, mais que de temps, que de sang. On est maintenant dans une époque où on nous avait juré qu'il n'y aurait jamais la guerre. On nous avait dit que l'Europe nous protégeait de la guerre. Pas des migrants. On l'a bien vu en Grèce, on l'a bien vu en Pologne, on l'a bien vu dans l'Europe. Entre parenthèses, l'Union européenne n'apporte aucun soutien à la Pologne. Aucun soutien. Hein. Les sanctions ne sont pas levées, et pour l'instant, la Pologne accueille les réfugiés, en même temps qu'elle essaye d'éviter les faux réfugiés. Parce que le problème est là aussi. Le problème est là aussi. Tout peut arriver aujourd'hui. On se rend bien compte que l'histoire, elle est tragique. Tout peut arriver. Et jamais le destin du monde n'a été entre les mains d'autant d'imbéciles. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique et horrible. Donc on doit être unis, convaincus de mener un combat pour la sauvegarde du pays. Et je sais qu'on peut y arriver. J'ai l'habitude de raconter cette histoire, elle m'émeut chaque fois, parce que chaque fois que je la raconte, ça me ramène
ça me ramène à ma propre histoire. Tout à l'heure, quelqu'un est venu me voir, un pilote, je crois, est venu me voir, il est là, voilà, il est là, salut. Il m'a dit qu'il était originaire de... Comme quoi, je ne raconte pas de bobards. Qu'il était originaire de Saint-Dizier. Voilà. Moi, je connais très bien Saint-Dizier, puisque mon père était originaire de Vitry-le-François. C'est tout près de Verdun. Et j'ai été élevé dans le respect des hommes de Verdun. Gamin, je jouais dans les tranchées. J'étais pas, en 14, je n'étais pas dans les tranchées, pour comprendre bien. Mais bon. Mais j'ai été élevé dans le respect de ces hommes incroyables. Et mon père me disait, alors que je jouais dans la maison à Vitry-le-François, il me disait, tu vois, Gilbert, alors la maison n'était pas encore reconstruite. Hein. Il y avait encore des décombres. Bon, on était en train de la reconstruire. C'était dans les années 54, 55, 56. Et il me disait, tu vois, cette maison, elle a été détruite en 1870 par les Allemands. On l'a reconstruite. En 14, elle était parfaite. Elle a été détruite de nouveau. On l'a reconstruite. En 40, elle a été rasée. On l'a reconstruite. Et il disait, tu vois, la France, elle est un peu comme cette maison. Il y a des... Il n'a pas employé ce terme, mais s'il était là maintenant, il le dirait, il y a des enfoirés qui la détruisent. Et nous, avec nos mains, on la reconstruit. Tous les jours. Et je trouve que c'est magnifique parce que c'est tellement vrai. Et le jour où Notre-Dame de Paris a pris feu, et où j'ai vu ces ailes de pierre frapper l'air et tomber, et où j'ai vu la flèche de Notre-Dame s'abattre et se planter dans mon cœur, j'ai pleuré. Et j'ai compris que quand on est français, d'où qu'on vienne, chaque pierre est sacrée. Et qu'on lui doit le plus grand respect. Parce que chaque pierre, elle est faite de mains d'hommes. La France, elle a été faite par les mains des hommes qui ont construit les cathédrales, qui ont construit les églises, qui ont construit les puits, les ponts. C'est une magnifique construction et on doit chaque fois la célébrer pour ce qu'elle est, une œuvre d'art, une œuvre d'amour. Voilà. Sachez que vous êtes les enfants d'une œuvre d'art, d'une œuvre d'amour. Voilà pourquoi je vous demande de vous mobiliser, vous les résistants, d'aller au combat des idées pour nous permettre de gagner. Vive l'amour de la France. Vive l'amour de cette République. Vive l'amour des Françaises et des Français. Merci, je vous transmets le message. Défendez notre pays. Vive la France, vive la République.
grand merci à M. Gilbert Keller. Et un tonnerre d'applaudissements. Non, ça risque pas. Monsieur, excusez-moi. Tenez, ça c'est mon numéro de téléphone portable avec mon adresse mail. On Mesdames, reste en contact. messieurs, Et surtout pour avoir les vidéos si possible, s'il vous plaît. Parfait. Je vous appelle demain, j'ai votre numéro. Jacqueline Gouraud et Gilbert Keller et bien sûr Bruno Le Maire. Bon retour à tous et merci d'être venus.